Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brahim Karmawi. Oui. Bonjour Nader, merci pour l'invitation. C'est très gentil. Parce que j'ai été saisi d'intérêt sur Karmawi pour ce livre qui est sorti, que vous avez écrit, et qui s'appelle, je montre à la caméra ici, L'enfant égaré. L'enfant égaré. Donc là, il y a déjà deux termes qui devraient être normalement, qui devraient ne pas aller ensemble, hein, qui devraient s'opposer, ça devrait être un oxymore, mais ils sont ensemble, un enfant égaré. Pourquoi ce titre? C'est votre histoire, en fait. Voilà, je le dis à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé, Brahim? Voilà mon histoire. J'ai eu une enfance difficile. Je suis orphelin. En tant qu'enfant, on m'a adopté. Des parents adoptifs, des parents qui m'ont adopté au Maroc. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce qu'en fin de compte, ils m'ont adopté. Je pensais qu'ils ne m'ont pas donné d'amour. Alors, ça se passe au Maroc dans les années 78. Donc en 1978. Voilà. À Berkane. À Berkane, oui. Donc dans l'oriental marocain. Et ils vous adoptent. Ils vous adoptent. Vos parents. Mes parents, en fin de compte, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Non, vos parents naturels. Naturels, je ne sais pas. Vous ne les connaissez pas. Je ne les connaissais pas aussi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour les rechercher. D'accord. Donc ce livre est une quête. C'est une quête, voilà. Une quête de sens, ce livre. D'où je viens. Donc vous ne connaissez pas vos parents naturels, vous êtes adopté. Oui. Je suis adopté. Après, 7 ans après, mes parents adoptifs divorcent. Mon père, lui, il a fait sa vie, adoptif. Oui. Je dirais pas... Il a refait sa vie, Ali. Et je suis resté avec ma mère adoptive qui s'appelle Safia. Mais par la suite, elle a perdu un peu elle n'était pas bien dans sa tête. Ouais. Et les juges de mineurs m'ont mis à la DAS. Ça veut dire, c'est pour ça que donc ça se passe où maintenant? À Gennevilliers. À Gennevilliers, donc on n'est plus au Maroc. On n'est plus au Maroc, on est en France. Voilà. D'accord. C'est pour ça que j'ai appelé le titre L'enfant égaré, parce qu'en fin de compte, on m'a égaré en tant que bébé. Et en tant qu'enfant aussi, on m'a abandonné. Je voulais que le titre soit... En fin de compte, en France et au Maroc, on m'a égaré. C'est pour ça qu'on m'a un peu perdu. Et quand on m'a mis à la DAS, je me suis fait tout seul. Alors, je voudrais qu'on revienne tout de même sur un passage. C'est-à-dire que même à la maternité, il se passe quelque chose de très important. À la maternité, ça se passe, voilà. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents adoptifs, ils sont partis à l'hôpital à Berkane. Ils ont eu un bébé. Ils ont adopté un bébé, mais en fin de compte, illégalement. Illégalement. 15 jours après, le 22 août 1978, 15 jours après, moi je pense que je suis né au mois de septembre, il est mort. Oh, je répète, ce bébé que ses parents adoptifs vont justement prendre pour l'adopter, meurt. Meurt, voilà. Et ils sont repartis avec le bébé mort à l'hôpital pour me remplacer. Et moi, échangé contre ce bébé. Donc ils ont rendu le bébé mort à l'hôpital et ils vous ont pris vous à la place. À la place. Ça veut dire que je porte un nom et une date qui n'est pas la mienne. Donc vous avez une date, je répète, excusez-moi, même moi pour bien comprendre et pour ceux qui nous suivent, vous avez donc pris l'identité quelque part de ce bébé, de ce bébé mort. Oui. Sa date de naissance, vous avez pris autre chose, son prénom, je ne sais pas? Son prénom, Brahim Karmawi, c'est tout. Il s'appelait Brahim Karmawi. Ils avaient décidé de l'appeler comme ça. Voilà, le 22 août 1978. D'accord. Donc vous ne savez pas votre véritable date de naissance? J'ai aucun... Mais comment est-ce possible ça? À l'hôpital de Berkane, cette ville. Ça peut se faire de la manière la plus transparente. Voilà, le bébé n'a pas survécu. On note. Par contre, ce bébé-là, il est né telle date. On note aussi, on sait, non? Ouais, mais après, il y a eu pas mal d'infirmières, de médecins. Il y a eu un lien. Parce que ça sent un peu l'argent. Ça sent un peu la corruption, excusez-moi, ça sent un peu le... C'est pas très net tout ça. Non, c'est pas net, oui. Il y a eu des milliers. Il y a eu des milliers partout. Après, je veux dire, il n'y a pas que le Maroc qui s'est passé. Dans les années 70, il y avait partout, en Algérie, en Tunisie. Il y a encore des gens qui m'ont contacté par rapport à leur histoire. Oui. Parce qu'ils veulent retrouver leurs parents aussi. De Tunisie notamment? En Tunisie, oui. En Algérie aussi. Et après, ils devaient témoigner avec moi dans un magazine, mais ils n'ont pas pu me témoigner parce qu'ils avaient peur de montrer leur visage. Pour éviter de faire des problèmes à leur famille adoptive. À leur entourage, l'entourage, toutes ces choses-là.
Et en fin de compte, non, je leur ai dit qu'il faut en fin de compte, c'est très important de parler, parce que je pense que c'est quand même un crime. C'est quelque chose de très fort, parce qu'en fin de compte, on m'a volé. Maintenant, ma quête, c'est quoi? C'est de rechercher mes vrais parents, mon identité. Naturel, ouais, voilà. D'accord. Et c'est dur de le garder en soi. C'est dur, parce que moi, je veux chercher la vérité. Et je voudrais en parler aussi, parce qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tout le Maghreb, jusqu'à maintenant aussi, il y a eu pas mal de trafic. Il y a eu des milliers d'enfants qui ont été volés à leurs parents biologiques. Volés, vous dites? Pour moi, ouais, volés. Ah là, je volais. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent, je me pose la question. Après, au début, je me suis dit peut-être, voilà, pour peut-être donner à cet enfant peut-être une vie meilleure en Europe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et en fin de compte, après, vous savez, l'être humain est faible. Hein. On ne peut pas les juger maintenant. Ce qui est fait est fait. Mais je demande aussi qu'il y ait une réparation. J'aimerais aussi qu'on puisse avoir une banque d'ADN dans tout le Maghreb, qu'on puisse donner notre ADN. Parce qu'en Europe, il y en a en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Espagne, ça commence. En France, non, il n'y en a pas encore. Mais je voudrais que c'est possible au moment qu'on puisse donner notre ADN pour retrouver nos parents, vos origines, nos racines. Parce que, c'est Brahim, c'est-à-dire que on sent chez vous que vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à savoir, et vous avez cherché même à voir s'il y a des expériences similaires à la vôtre. Similaires, il y en a eu, oui. Dans le Maghreb, comme vous dites. Maghreb, oui. Et quand vous parlez de cette banque d'ADN, comment vous comptez vous y prendre? Après, j'ai contacté le roi plusieurs fois, Mohamed VI. Vous avez contacté le roi Mohamed VI? Mohamed VI. J'avais envoyé du consul au consulat du Maroc à Colombes. J'avais écrit une lettre en arabe pour qu'il l'envoie à Rabat. Et j'ai eu un retour, on m'a dit qu'il faut prendre un avocat, vous savez, les démarches, tout de suite. J'ai rencontré plusieurs fois devant moi le roi, je lui ai tendu mon livre pour qu'il puisse m'écouter, mon histoire. Comme il y avait du monde, il m'a repoussé gentiment, il m'a dit qu'une prochaine fois, qu'on va se rencontrer. Mais je lâche pas, je pense que toujours c'est un combat, vous savez. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est une mission noble. C'est une mission, voilà. Et je pense que ça va m'aider. Je pense qu'on peut aider beaucoup d'orphelins, de gens. Parce que, alors, dites-nous, Brahim, si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on risque? Quel est le problème, en fait, de vivre sans savoir? Sans savoir, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Hein. Il y a beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, il y en a qui vont voir des thérapeutes, des psychologues, il y en a qui vivent mal. Je pense qu'il y en a même, peut-être, il y en a qui ils ont fait des tentatives de suicide. Voilà, il faut savoir, à l'époque, j'étais chauffeur VTC, j'avais pris... Moi, j'ai envie de le dire, une cliente, elle a su que, enfin, c'était pas sa vraie mère, elle a su qu'elle était adoptée, mais elle avait su qu'il y a eu quelque chose illégalement. Et ça fait pas trop longtemps, on avait discuté, parce que je lui avais parlé de mon livre dans ma voiture. Je lui ai dit, voilà, j'ai tout ça. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, j'ai la même histoire que vous. Et je lui ai dit, elle m'a dit, ça fait pas longtemps que j'ai su ça. Et franchement, là, j'en souffre gravement. Je lui ai dit, voilà, j'ai une page Facebook, si vous voulez me contacter, si vous n'allez pas bien, on peut en discuter, il faut pas baisser les bras. Voilà, il faut s'accrocher. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer de partager mon histoire, pour dire aux gens que, voilà, dans mon cas, on a tous une histoire, hein, de s'accrocher, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours garder espoir, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Et après, je pense que maintenant, il y a eu un article que j'avais vu en Sri Lanka. Il y a eu des trafics. Et là, ils sont en train de créer une banque d'ADN. D'accord. Pour faire une réparation. Parce qu'il y a eu une injustice dans les hôpitaux. Et là, ils ont commencé à créer une banque d'ADN. Ils sont en train de faire des recherches. C'est un juge qui a ordonné de créer cette banque parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Voilà. Et moi aussi, j'aimerais retrouver ma petite maman, lui serrer, voilà, retrouver mes parents, mon histoire, même porter son nom, le nom de mon père, c'est important, c'est quelque chose qui me... Ce que vous dites, Brahim, c'est aussi que finalement, devenir un simple individu dans la société de consommation et même avoir accès à tout, ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas à l'équilibre de l'humain. De l'humain, oui. On est d'accord là-dessus. Parce qu'on nous vend aussi beaucoup, il faut le dire fort, on nous vend cette idée que, voilà, du moment qu'on a le portable dernier cri, du moment qu'on a une voiture, du moment qu'on a un appartement, du moment qu'on a ci, qu'on a ça, etc., l'avoir suffit au bonheur. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, non. Yuck. Ouais, c'est pas vrai, non. Voilà. Tout ça, c'est du matériel. Ça fait pas... À l'intérieur, ça remplit pas. Ça remplit pas, ouais. Mais d'accord. Alors, vous avez décidé, Brahim, alors vous, finalement, vous avez décidé quand même de donner un sens à votre vie. Ne serait-ce, eh ben voilà, on le voit, voilà, hein, ça se matérialise. Après, je suis un compte d'auteur, hein, c'est très compliqué de trouver des Alors, maisons vous allez d'édition. nous dire, justement, quelle a été toute la difficulté, parce que d'abord, il y a eu la prise de conscience. Ensuite, il y a eu, qu'est-ce que je fais? C'est bien de prendre conscience et c'est bien d'aller un peu plus loin en se disant, bon, bah, très bien. J'en fais quoi de ça? J'en fais quoi? Parce qu'il y a 1000 mauvaises façons de répondre à la question. Oui, c'est vrai. Et il y a plein de jeunes gens qui, malheureusement, par faiblesse, comme vous le disiez, ils répondent mal à la question. Vous avez décidé d'en répondre de l'une des plus belles des façons, en partageant votre expérience par l'écriture. Oui. Voilà, l'écriture, et ça donne ce très joli livre. Voilà, qui fait combien de pages il fait ce livre? 130, il nous fait. Mais il manque des parties de ma vie encore. Hein. Je vais la rajouter, oui, il manque 130 pages pour 13 €. Voilà. Compte d'auteur, ça veut dire qu'il y a eu une difficulté alors? Il y a eu une difficulté. Racontez-nous ça. Parce que, vous savez, en 2010, j'avais fait des recherches. Parce qu'en Espagne, il y a aussi, vous savez, vous avez entendu la dictature Franco, il y a eu des enfants envolés, vous avez entendu, et j'avais fait déjà des recherches. Et c'est là que, quand il y a eu pas mal d'articles, et je me suis intéressé, j'ai contacté des radios de notre communauté, tout ça, pour parler de mon histoire. À Paris, tout ça? À Paris, ouais. À Paris, tout ça. Donc vous avez fait des radios? J'ai pas fait de radio. Pourquoi vous n'avez pas fait de radio? Parce que, vous savez... Quand on raconte une histoire, c'est pas intéressant. C'est quoi ce que vous dites? C'est pas intéressant ce que vous dites? Ouais, à l'époque, c'était pas intéressant pour eux. C'était pas, vous savez, c'était pas. Maintenant, les gens ils cherchent à faire du buzz, vous savez, attirer les gens, à parler des choses négatives. Ils cherchent pas à rendre service. Ils cherchent pas à rendre service à l'humanité, voilà. à la communauté humaine. J'avais pas écrit ce livre. Après, j'ai dit comment je vais faire. Et avec ma femme, parce que vous savez, à l'époque, j'avais vu un film qui s'appelle À la recherche du bonheur, à la poursuite du bonheur. C'était avec Will Smith. Will Smith, magnifique film, absolument. Magnifique, une belle histoire. Tout à fait. Et il a écrit le livre. J'imagine effectivement, en revoyant un petit peu, que ça a dû vous parler ce film. Voilà, c'est ça qui m'a touché, parce que cette personne, après maintenant, il est devenu trader ou tout ça, mais c'est pas ça. Il a souffert, mais il s'est battu dans sa vie. Et j'étais avec ma femme m'a dit, voilà, je lui ai dit à ma femme, j'aurais pu écrire un livre, franchement, de mon histoire, tout ça. Elle m'a dit, pourquoi tu le fais pas? En plus, c'est important. Voilà, elle m'a encouragé, ma femme. Franchement, je la remercie énormément, parce que si ce serait pas là, j'aurais pas fait. La caméra. Je remercie Farida de tout cœur. Mon épouse, Quand je vous dis qu'il faut se marier, voilà. Elle m'a soutenu jusqu'à maintenant, elle me soutient encore. Voilà. Et franchement, ses beaux-parents aussi, hein, que je remercie énormément aussi, qui sont toujours là. Et maintenant, grâce à elle, maintenant j'ai des beaux enfants, on a une vie de famille. Alors, le compte d'auteur, qu'est-ce qui s'est passé? Le compte d'auteur, excusez-moi si je Non, mais je vous en prie. Nader. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, après j'ai dit je vais écrire le livre. Et après j'ai commencé à écrire, je me suis fait escroquer par une maison d'édition, parce qu'il y avait une maison d'édition qui devait m'aider à écrire le livre. Comment elle pouvait vous aider? Comment une maison d'édition peut vous proposer d'écrire un livre alors que vous n'êtes pas connu, vous n'avez jamais, enfin je veux dire, vous n'êtes pas auteur, vous n'avez jamais encore écrit? Parce que j'avais écrit, avec ma femme, on avait écrit quelques pages, mais j'avais des difficultés parce qu'il y avait des fautes d'orthographe. Oui, d'accord, mais vous savez, il y a des personnes qui viennent vous aider à écrire votre livre, à raconter votre histoire, comment on va le mettre en détail. Vous payez ces gens-là? Ouais, après, à la fin, normalement, je ne devais pas payer. Je devais pas payer. Et après, à la fin, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné de l'argent. Combien vous lui avez donné? Je lui ai donné 2500 €. D'accord. 2500 €. Pour qu'il vous aide à écrire un livre? Écrire et l'éditer. L'écrire et l'éditer, c'est ça le contrat? Voilà. Ouais, c'était ça le contrat. Il y avait un contrat, il y avait un papier? Oui, il y avait un contrat. D'accord. Mais comme je n'étais pas dans l'édition, je me suis fait escroquer parce que j'ai signé un contrat de manuscrit. Normalement, j'aurais dû signer un contrat d'édition. Et moi, je ne connaissais pas tout ce terme à l'époque. Bon, alors on s'arrête. Premier conseil, quand vous voulez écrire quelque chose, parce que, non mais les escrocs, il y en a plein. Il y en a plein. Vous ne donnez d'argent à personne. Le premier qui vous demande de l'argent, vous lui dites merci, au revoir. Je ne vais pas te donner de l'argent
pour que tu édites mon livre. Oui, d'abord, c'est toi qui m'en dois. Ouais, c'est hein, parce que c'est toi qui vas le vendre ensuite. Tu me donnes une avance, la valoir, et ensuite sur les ventes. Mais moi, je ne donne pas d'argent à un éditeur. Ça n'existe pas. L'auteur, il donne l'argent à un éditeur. Mais il y en a beaucoup qui sont fait escroquer. Donc ça, faites très attention. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et après, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, Brahim, on en arrête là, je ne veux plus travailler avec toi. » J'ai dit « Comment ça? On a 130 pages, je devais faire 240. » Et j'ai vu tout. Et il m'a dit « Non, ça ne m'intéresse plus, ton histoire, elle n'est pas intéressante. » Après, il m'avait dit « Si, peut-être qu'il serait intéressant, ce que tu devras faire, tu devrais... je vais t'envoyer tout le manuscrit de 130 pages. » Il l'avait mis sur PDF. Il m'a dit, tu vas l'envoyer à toutes les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition. Et peut-être si tu te contactes, ça va être la chanson. Après, on va essayer de te voir. Ouais, d'accord. En fait, chose que vous auriez pu faire sans lui, quoi. Voilà. Et en fin de compte, c'est ça. Je l'ai fait sans lui. Après, je me suis dit, bon, j'ai un peu perdu le moral. Après, je suis parti le voir. J'ai dit, ouais, ça se fait pas. C'est une histoire, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et après, à la fin, après, j'ai baissé les bras. Je dis, bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, faut. On apprend aussi en se faisant arnaquer. Voilà. C'est la vie. Et après, en 2013-2014, après, je vous raconte, j'étais chauffeur VTC. J'étais chauffeur VTC, le manuscrit, je l'avais mis de côté, comme j'étais chauffeur. Et je bossais pour des partenaires comme Uber, tout ça. Ouais. L'américain Uber. L'américain Uber. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu un article aux États-Unis, parce que je m'intéressais beaucoup aux États-Unis, les articles qu'il y a eu avec Uber, toutes ces choses-là, parce qu'aux États-Unis, ils se développent très bien. Ouais. Ils aidaient un peu les chauffeurs. Et j'ai vu un chauffeur qui, en fin de compte, il vendait des bijoux dans sa voiture. En fin de compte, le chauffeur, il conduisait en même temps. Les gens et il vend des bijoux. Ces petits bijoux qu'il fabriquait. C'était un Philippin qui fabriquait déjà dans son pays d'origine. C'était son métier. Ouais. Et il en a vendu, en un an, il a fait presque plus de 250 000 $. Énorme. Énorme. Il a acheté 3 voitures, il a embauché des chauffeurs. Et en même temps, il a créé une bijouterie à Los Angeles. Yes. Il a fait partie de ses chauffeurs. Le rêve américain. Voilà, comme dites, le rêve américain. Et après, c'est là, j'ai dit, ouais, mais c'est pas bête ce qu'il a eu comme idée. Et j'ai pensé à mon livre. Après, j'ai cherché pour se mettre à compte d'auteur. J'ai dit, tiens, je vais proposer mon livre dans la voiture et raconter mon histoire. Et c'est là que j'ai cherché une imprimerie qui se trouve à Bordeaux. J'ai envoyé mon manuscrit en PDF. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Elle m'a dit oui, voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour faire la couverture avec moi? Ils m'ont aidé à faire la couverture. Moi, j'aime bien cette couverture. C'est eux qui vous ont aidé à faire. Après, moi, je cherchais L'Enfant égaré, mettre la page de la France, Maroc. C'est un beau livre. Hein. C'est du bon travail. Hein. Et on a fait du bon travail. J'en ai fait 400 exemplaires. Et j'ai commencé à partager mon histoire dans la voiture. À partager, à vendre. J'en ai vendu 400. Voilà, maintenant, 420. Bah, tous alors. Tous les livres. Tous les livres, ils sont partis. Tous les livres sont partis. Mais c'est bien. Et j'ai reversé les 2 € à une association qui s'appelle Cœur Maroc, qui est associée à Cœur Algérie. Après, il y avait Cœur Tunisie, mais ils n'arrivent pas à trouver des bénévoles en Tunisie. Bon, alors le message est lancé. Voilà, si vous voulez, parce qu'ils recherchent des bénévoles, tapez Cœur Algérie ou Cœur Maroc, et ils recherchent des bénévoles pour créer une association en Cœur Tunisie. D'accord. Pour s'occuper des enfants orphelins, des familles démunies, pour aider. Et voilà, j'ai reversé 2 € chaque. En tout, je crois que j'ai reversé 650 € à l'association. J'ai dit aux clients, voilà, vous participez, parce que je voulais, ça me tenait à cœur de partager à des enfants qui souffrent, des orphelins, de l'aide. Hein. Alors c'est très bien d'abord. Et ensuite, ce qui a relevé, c'est que voilà, l'Américain, il vous laisse faire. Non, c'est-à-dire parce qu'il y a certaines cultures dans certains pays. Oui, c'est vrai. Non, il en est hors de question. C'est pas dans le contrat, c'est pas dans ceci, c'est pas dans cela. Alors que l'Américain, du moment que tu remplis ce que tu dois remplir, à savoir ramener monsieur ou madame du point A au point B, et que ça se passe bien et qu'ils n'ont pas à se plaindre, le reste, tu vis ta vie. Tu vis ta vie, voilà. C'est ça, on les appelle les slashers. Et aux États-Unis, c'est un effet de mode. Là, ça commence à arriver un petit peu en France, mais c'est un petit peu compliqué, vous savez, parce que c'est une autre culture. C'est une autre culture, voilà. Et j'ai commencé à en parler de mon histoire, et franchement, c'est magnifique. Comme je suis très fier, parce que je me suis débrouillé tout seul. Je me suis fait tout seul. La communication de presse, c'est moi qui ai tout fait. Donc vous avez dû apprendre beaucoup de choses. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, je suis très content de mon. Pendant 2 ans là. J'ai rencontré pas mal de médias, là, je suis très content de vous rencontrer Nader aujourd'hui. Franchement, je vous remercie, hein, parce que voilà, c'est un message qu'on doit passer. Bien sûr.
C'est un message. Parce que nous, excusez-moi, hein, à la différence d'autres, nous, on trouve au contraire très intéressant ce parcours. Mais on peut pas, on n'a pas le droit de se plaindre quand des gens tournent mal si on valorise pas les gens qui tournent bien. Oui, c'est trop facile. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mentalité-là? Ouais, c'est vrai. Hein. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Ben, l'enfant égaré. Alors, quels sont vos projets maintenant après, par rapport à tout cela? Est-ce qu'il y a une suite? Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense peut-être réécrire un deuxième livre, du début jusqu'à la fin, me raconter tous les parties manquantes de mon histoire et raconter jusqu'à la fin. Et après, je recherche une maison d'édition, encore toujours, pour partager mon histoire, parce que je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Hein. Je pense que mon histoire, ça peut aider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent encore, que dans la vie, il faut garder espoir, il faut s'accrocher, il ne faut pas baisser les bras. Mais après, ma quête, voilà, c'est rencontrer le roi Mohamed VI. Si peut-être si c'est possible de rencontrer Mohamed VI, pour essayer de créer une banque dons d'ADN dans le Maghreb. Donc cette banque d'ADN que vous voulez proposer, dont vous voulez proposer la création au roi du Maroc, Mohamed VI, c'est pour que tous les enfants qui ne connaissent pas leurs parents puissent retrouver leurs parents, leur famille, même les parents retrouver leurs enfants, parce que et c'est une expérience qui a déjà cours. Dans les émissions de télé, vous avez vu, en Tunisie ça existe, en Algérie, au Maroc. J'étais passé dans l'émission Mourtafoun, ils m'ont invité deuxième, que je remercie parce qu'ils m'ont invité pour essayer de retrouver mes parents. Et en Tunisie, ça fait déjà eu lieu même avant. J'ai contacté aussi la Tunisie. J'ai contacté. Hein. Et ça a eu lieu dans quel pays, cette banque d'ADN, rappelez-nous? En Angleterre. En Angleterre, ils font ça. Ils font ça. Il y a même un journaliste. Il s'appelle Ahmed, il a retrouvé son père 50 ans après. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à cette banque-là, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent votre ADN, ils le stockent, ils le mettent dans un fichier. Ouais. Et ils voient si ça match avec un autre ADN. Avec une autre ADN, après ils correspondent, après voir si vous avez un lien familial, et voilà. Et c'est ainsi de suite. C'est là qu'après ils font des recherches. Et c'est là que vraiment, je pense que... Parce que vous savez, je comprends. On devrait faire ça parce que vous savez, pour les criminels, quand il y a un crime, on doit. Et que ce qu'on a eu, c'est comme un crime. C'est un crime, je pense. Parce qu'on nous a appris, nous a enlevé. Il y a une injustice. Il y a une injustice. Il y a quelque chose qui doit être réparé. Voilà. Tout le monde a droit à la vérité. Tout le monde a droit à sa vérité. Il y a autre chose, Brahim. Imaginons. Alors, vous êtes marié, alhamdoulilah. Imaginons. Oui. Alors, dites-le. Non, dites-le, Nader. Non, mais imaginons un tel. Il finit par... Le monde est devenu un village. C'est vrai. Il finit par rencontrer sa sœur et se marier avec elle. C'est ça. En Argentine, c'est ça qui s'est passé. Donc, la société, ne faisant pas ce travail, participe de cela. Oui. Et donc, ça corrompt les liens, ça corrompt la terre. La terre, oui. Donc, c'est aussi, de ce point de vue-là, très important. C'est ce que vous vouliez dire ou... Oui, c'est ça. Voilà. Alors c'est passé en Argentine, c'est arrivé en Argentine. Je l'ignorais, mais c'est logique. En Argentine, c'est ça qui s'est passé. Il y a une femme qui s'est mariée avec son frère. Ouais. Et ils ont découvert que, tiens, tu t'appelles Kadin, tu t'appelles, t'es né par-ci. Ils ont fait des tests ADN, en fin de compte, c'était leur mère qui les avait abandonnés dans un orphelinat. Et 30 ans après, ils ont eu des enfants et c'est un peu compliqué quand même. Merci beaucoup, Brahim Kermaoui. Et je vous invite évidemment à vous procurer ce livre, L'enfant égaré, à titre d'auteur. Compte d'auteur, oui. À compte d'auteur. Et à prendre aussi bien conscience de l'enjeu humain de ce combat. Merci, Brahim. Merci à Nader. C'est très gentil de votre part. À bientôt. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia TV.